C'est toujours difficile de prendre le relais de Michel et le relais après une pause. Donc j'espère que vous êtes encore un peu disponible dans votre cerveau parce que je vais vous demander de réfléchir un petit peu. Pourquoi cela? Vous êtes comme moi sans doute. Vous êtes comme moi sans doute. Votre cœur saigne chaque jour à voir ce spectacle d'un génocide télévisé, le premier génocide de l'histoire télévisée, avec un monde qui au niveau des États ne réagit pas, qui au niveau des États laisse faire. L'émotion que nous ressentons est bien entendu nécessaire. L'émotion que nous ressentons est un signe de bonne santé pour notre humanité. Que partout sur la planète, des gens se sentent touchés parce qu'ils voient, parce qu'ils savent, parce que ce qu'ils entendent est important. Mais l'émotion ne suffit jamais. L'émotion ne suffit jamais parce que si l'émotion n'est pas rattachée à la compréhension des causes des événements, si ça n'est pas rattaché à la compréhension des enjeux, à pourquoi de tels massacres sont possibles aujourd'hui dans une indifférence générale, si on n'a pas la réponse à cette question, eh bien, nous risquons fortement d'abord de le payer au niveau individuel, et je sais qu'un certain nombre de personnes, parce qu'ils n'ont pas eu accès à la réflexion sur les causes et les enjeux, se retrouvent psychologiquement fragilisés, se retrouvent à ne plus savoir dormir, se retrouvent à ne plus pouvoir allumer leur télévision. Je sais aussi qu'un certain nombre d'entre vous se sentent impuissants. Lorsqu'on est dans l'émotion sans perception des enjeux, eh bien oui, le sentiment d'impuissance guette. Mais il faut toujours nous poser la question. Qui a intérêt à ce que nous nous sentions impuissants aujourd'hui? Est-ce que le peuple palestinien a intérêt à ce que nous soyons tétanisés, que nous nous sentions impuissants? Ou au contraire, a-t-il intérêt à ce que nous nous sentions en action, que nous nous sentions dans l'action et que nous ne sombrions pas dans le défaitisme? Et est-ce que les puissants et l'État d'Israël ont intérêt aujourd'hui à ce que nous nous sentions impuissants? Et là, la réponse est oui. Si je dis cela, c'est parce que nous allons devoir tous, dans les semaines et les mois qui viennent, faire un effort de compréhension, un effort de formation, un effort d'organisation, pour que nous arrêtions ce qui se joue depuis plusieurs décennies, qui sont de fortes mobilisations lorsque le sang coule, et ensuite, des centaines et des milliers de militants qui ne restent pas militants pour la cause palestinienne et qui rentrent chez eux. Si l'on comprend les enjeux, on comprendra assez aisément que ce dont le peuple palestinien a besoin aujourd'hui, c'est d'un mouvement massif, durable, permanent, structurel, comme nous avons été capables de le faire à l'époque de la guerre du Vietnam. Et non pas de réaction à chaque fois qu'il y a des massacres, et uniquement à ces moments-là. Le savoir est une arme, et il faut nous armer. Parce que c'est par le savoir, la compréhension des causes, que nous comprenons qui est véritablement l'ennemi, c'est-à-dire celui qui organise réellement ces massacres, au-delà de l'État d'Israël, d'aller regarder les enjeux beaucoup plus importants qu'il y a derrière, et que nous pouvons du coup prendre la mesure du combat qui doit être mené. Sans compréhension des enjeux, on peut se tromper de cible. Sans compréhension des enjeux, on peut ne pas voir clairement qui est l'adversaire, mais du coup sous-estimer notre responsabilité. Parce qu'une partie de l'adversaire se situe ici, en France, à Paris, qui arme, qui soutient jusqu'au bout un génocidaire aujourd'hui. Et pour bien saisir cela, il faut avoir en tête que le combat, avant que d'être gagné sur le terrain, se gagne aussi dans nos têtes, se gagne par les mots, par la manière de poser le débat. On nous impose certaines manières de poser le débat. Vous l'avez vu lors de toute cette année, dès que quelqu'un intervenait sur le génocide en Palestine, première question, est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Cette manière de camper le débat, d'imposer le cadre du débat, empêche de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le 7? Qu'y avait-il le 6, le 5, le 4? Couper une séquence de sa cause historique, ça nous empêche de comprendre la réalité. Or, l'ensemble des grands médias dominants aujourd'hui sont dans une imposition de certains mots. On vous parlera
du régime syrien ou du régime russe, par exemple, ce mot régime. Mais on ne vous parlera jamais du régime Macron ou du régime Biden ou du régime Trump. Le mot régime est attribué à certains et il nous oriente spontanément vers une réaction de défiance, alors que quand on n'emploie pas ce terme, on va tenter de comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait comme projet, etc. Bref, on a un certain nombre de mots qui piègent notre réflexion. On a un certain nombre de manières de poser les questions qui piègent notre réflexion et qui nous empêchent de comprendre la réalité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un grand monsieur qui s'appelait Antonio Gramsci, qui était un antifasciste italien, qui a passé l'essentiel de sa vie en prison, nous disait, vous savez, si les combats sociaux se gagnaient sur le plan du rapport de force physique uniquement, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de dominants, parce que nous sommes plus nombreux. Pour que les dominants restent au pouvoir, il faut qu'ils mettent dans nos têtes des manières de penser, des manières de voir la réalité qui nous empêchent de comprendre cette réalité. Alors pour ne pas se faire piéger par les explications, le roman qu'on nous sert dans les médias, eh bien, il faut revenir à la base de toutes les méthodes scientifiques. Et la base des méthodes scientifiques, c'est toujours de prendre en compte les contextes économiques. Qui a intérêt à ce qui se passe aujourd'hui et qui n'a pas intérêt à cela? Le contexte géographique, qu'est-ce que la géographie nous apprend des enjeux de ce terrain-là? Les contextes géostratégiques. Le livre que je présente aujourd'hui est un livre qui est enclenché depuis de nombreuses années, mais qui s'est bien entendu accéléré au cours de cette année pour pouvoir donner des éléments de lecture pour comprendre la réalité. Il s'inscrit dans une collection qui a justement ce but-là. Donner la boîte à outils permettant de comprendre une question. Donc il y a eu un livre, un manuel sur l'immigration qui donne les éléments conceptuels, les documents qui nous permettent de comprendre l'histoire de l'immigration et pourquoi il y a autant de discours sur l'immigration aujourd'hui, pourquoi le racisme prend des formes différentes d'une période à une autre et pourquoi il réapparaît aujourd'hui de la manière dont on le connaît. Il y en a eu un autre sur les guerres en Afrique, puisqu'on vous présente la succession des guerres en Afrique et vous avez l'impression que les Africains ont un gène de sauvagerie pour s'entretuer. Pour ces guerres-là, on ne va pas rechercher les intérêts économiques qu'il y a derrière. Et si on regarde toutes les guerres en Afrique, le manuel tente de montrer qu'à chaque fois, vous avez les mêmes acteurs, ces mêmes puissances internationales, etc. Et aujourd'hui, ce manuel sur la Palestine pour exactement les mêmes raisons. Alors il est impossible, bien entendu, de restituer l'ensemble de l'ouvrage, puisque l'ouvrage se donne pour ambition de repartir des tout débuts du mouvement sioniste et de ses liens avec les grandes puissances depuis le tout début de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et de retracer toute l'histoire à la fois des offensives sionistes et de comment les grandes puissances l'ont soutenue, mais également l'histoire de la résistance. Alors je voudrais juste prendre 3 points que je prends parce qu'ils me semblent essentiels dans l'ensemble des questions qui sont abordées dans l'ouvrage. Un premier point, c'est la question de l'enjeu particulier qu'est-ce qui se joue en Palestine de manière particulière. Il y a d'autres endroits du monde où il y a des crises. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier qui fait de cette région ce que j'appelle le nœud stratégique central du monde aujourd'hui? Ça ne veut pas dire qu'ailleurs il n'y a pas d'autres enjeux, mais là il y a un nœud particulier qu'il faut bien comprendre. La seconde dimension, c'est de répondre à notre questionnement. J'entends souvent, mais quand vont-ils s'arrêter? Autrement dit, malgré qu'on est vacciné sur ce qu'est l'État d'Israël, on est quand même surpris du génocide en cours. Il faut s'étonner de notre étonnement. Et donc je voudrais rappeler ce qu'est le lien entre le sionisme et le génocide, en le reliant à ce qu'est la colonisation, et ce qu'est la colonisation, et en particulier les colonisations de peuplement. Et puis troisième élément, l'autre élément du discours officiel sur ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Patrick, sera plus nous. Vous l'avez tous entendu comme moi, ce serait une guerre entre le Hamas, et plus exactement le Hamas, ils n'arrivent pas à le dire, entre le Hamas et l'État d'Israël.
eh bien, de retracer ce qu'est la résistance palestinienne, quelques éléments d'évolution de cette résistance et pourquoi elle a évolué, cette résistance. Eh bien, elle évolue tout simplement avec le monde. C'est le rapport de force dans le monde qui fait que les choses évoluent en Palestine et que les formes de la résistance évoluent. Et c'est important de l'avoir en tête parce que du coup, on se sent un peu moins impuissant. Parce qu'en réalité, comme le disait Michel en réponse à une question, eh bien, les choses sont en train de bouger dans le monde et nous avons une puissance hégémonique, les États-Unis et ses alliés, l'Union européenne, qui sont aujourd'hui bousculés dans leur hégémonie et le génocide actuel est incompréhensible si on ne prend pas en compte cette remise en cause de l'hégémonie états-unienne de plein de manières différentes dans le monde. Alors d'abord sur la place particulière de la Palestine. C'est une banalité que les journalistes ne repèrent pas aujourd'hui, que de constater que la Palestine et le Moyen-Orient en général, et c'est le seul endroit où c'est comme cela, se situe à l'intersection de 3 continents. Ça, c'est juste le constat géographique. Je regarde une carte. C'est à l'intersection de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. C'est-à-dire que qui contrôle cette région a de grandes chances de contrôler l'essentiel des flux commerciaux mondiaux. Il contrôle un nœud du commerce. Et c'est ce qui va donner à cette région une dimension d'enjeu essentiel depuis très longtemps. Pour ceux qui ont grandi en France, vous avez appris dans vos cours d'histoire les croisades. On vous les a présentées comme un conflit religieux. On allait pour défendre la Terre Sainte, etc. Allez regarder les enjeux économiques des croisades. Vous tapez sur Google aujourd'hui, c'est largement documenté, vous tapez juste enjeux économiques des croisades. Vous allez tomber sur un certain nombre de travaux et vous allez vous apercevoir que le contrôle des routes commerciales était une des dimensions essentielles des croisades à l'époque. Si vous sautez les siècles et que vous venez aujourd'hui et que vous regardez le tracé des routes de la soie chinoise, vous allez vous apercevoir de quoi? Vous allez apercevoir que le Moyen-Orient est un des éléments clés de ces routes et que les États-Unis ne veulent surtout pas que les Chinois puissent construire ces routes de la soie qui donneraient une autonomie à de très nombreux pays africains, donneraient une autonomie, en tout cas plus de marge de liberté à de très nombreux pays africains. Tout ça pour dire que le simple regard géographique sur la région permet de saisir l'importance du contrôle de cette région. Et c'est ce qui va expliquer que le mouvement sioniste va être écouté d'abord par la Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle, ensuite par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et qu'ils vont devenir les parrains de ce projet qui ne pouvait être que génocidaire. Cette place unique au niveau mondial ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres nœuds stratégiques. Il y a d'autres nœuds stratégiques qui peuvent porter des conflits. Par exemple, la mer de Chine, c'est évident, les États-Unis le disent eux-mêmes, il faut contrôler la mer de Chine parce que c'est une manière de bloquer le concurrent chinois. Mais en Palestine, nous avons une dimension de centralité extrêmement beaucoup plus forte. Pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde l'histoire du capitalisme et de l'impérialisme, vous allez vous apercevoir que cette importance liée à la géographie va prendre une dimension économique de plus en plus forte au fur et à mesure de l'histoire. Lorsque les Britanniques deviennent le principal colonisateur, c'est eux qui ont le plus grand empire colonial à partir du XIXe siècle, lorsqu'ils deviennent le principal empire colonisateur, c'est essentiel pour eux de contrôler la route qui va de leur colonie asiatique et de ce qu'ils appellent leur joyau, l'Inde, vers la Grande-Bretagne, et c'est ça qui va permettre à la Grande-Bretagne de développer son industrie textile, qui va être le cœur de son industrialisation, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne s'impose économiquement par rapport aux autres puissances, grâce à sa colonie indienne. Or, comment contrôler cette route des Indes? Eh bien, la route des Indes passe par le Moyen-Orient. Et les Britanniques ont un besoin vital de contrôler le Moyen-Orient. Pendant tout un temps, ils ont cru qu'ils vont pouvoir le faire juste par leur présence militaire. Et puis, les révoltes qu'il va y avoir dans la région vont les amener progressivement à écouter les propositions sionistes qui sont quoi comme propositions? Aidez-nous à créer un État dans la région et nous serons votre gérant local. Autrement dit, le projet sioniste n'est rien d'autre que la proposition de créer artificiellement un État vassal qui serait au service d'abord de la Grande-Bretagne
ensuite des États-Unis, et maintenant de l'essentiel des grandes puissances impérialistes. Le percement du canal de Suez va venir encore accroître l'importance stratégique de cette région, puisque le canal de Suez va permettre de passer de Bombay à Londres, on passe de 4 mois à 40 jours. Ça multiplie l'enjeu économique de ce passage. La découverte des richesses gazières et pétrolières au moment où la Première Guerre et surtout la Seconde Guerre mondiale ensuite vont montrer que qui domine le pétrole et le gaz, eh bien domine la planète, eh bien va encore accroître l'enjeu économique de cette région. Et si vous rajoutez enfin que le mouvement sioniste va être parrainé par la Grande-Bretagne, à quel moment? À quel moment les Britanniques, qui regardent ce mouvement de manière méprisante dans un premier temps, à quel moment commencent-ils à dire « Tiens, ça peut nous intéresser ». C'est au moment où se réveillent les peuples colonisés. C'est au moment où naissent les premiers mouvements de libération nationale. C'est au moment où il y a le congrès de Bakou, dans lequel l'Union soviétique, la toute nouvelle Union soviétique, propose aux peuples d'Orient, comme ils s'appellent, c'est-à-dire tous les peuples musulmans, les peuples d'Asie, d'Afrique, etc., de s'unir contre le colonisateur. À ce moment-là, naissent un certain nombre d'organisations qui réclament les indépendances, ce qui n'était plus le cas, parce que les révoltes antérieures avaient été réprimées sauvagement. On va voir naître un mouvement indépendantiste moderne, et les Britanniques ont peur que naisse dans la région, quoi ? Un mouvement indépendantiste arabe. Tous les éléments de construction d'une nation arabe sont réunis. Quand je dis nation arabe, qui regroupe tous ceux qui parlent cette langue, les éléments qui constituent une nation, c'est quoi? On le sait aujourd'hui. C'est avoir un territoire contigu, c'est parler la même langue, c'est avoir un état d'esprit commun. Eh bien, si vous regardez de la Syrie au Liban, en passant par la Palestine, etc., vous aviez tous ces éléments réunis. Et donc, le processus de construction d'une nation arabe était en cours, et il fallait briser ce processus pour pouvoir continuer à diriger cette région. C'est-à-dire qu'il fallait que les Arabes se pensent de manière éparpillée et non pas comme au cœur d'une nation commune. Regardez la carte. Où est la Palestine? Elle est en plein milieu du monde arabe. Elle empêche l'unification du monde arabe. C'est donc un élément qui va venir surajouter aux enjeux. Si vous prenez en compte tous ces éléments-là, vous comprendrez que pourquoi les premières puissances de chacune des époques ont tenu à soutenir le projet sioniste. Dans un premier temps, ils s'en sont méfiés, en disant « mais c'est quoi ce projet, c'est des fous, etc. » Ils n'étaient même pas écoutés par les Juifs européens. Je donne dans le livre les documents de l'époque, et je donne par exemple les résultats de collecte d'argent du mouvement sioniste. Ils n'arrivent pas à collecter. Les Juifs d'Europe ne croient même pas à cette idée que la Palestine serait une terre sans peuple et qu'eux n'auraient pas de terre. Ils se considèrent comme Allemands, Anglais, etc. Et donc, dans un premier temps, ça ne marche pas. Ce qui va faire basculer les choses, c'est lorsque les Britanniques vont se dire, pour garder le contrôle dans la région, il nous faut un agent local, un gérant local, un État vassal, une armée sur place qui travaille pour nous. Et dans le mouvement sioniste, ces dimensions-là sont comprises dès ses premiers pas. Pour faire ce livre, je me suis tapé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que des fois j'avais envie de vomir, je peux vous le garantir, l'ensemble des documents de l'ensemble des congrès sionistes mondiaux. Voilà, ceux qui ont le courage de le faire, il faut le faire. C'est complètement explicite. D'abord, la dimension de génocide, j'y reviendrai tout à l'heure, elle est assumée dès les premiers congrès mondiaux. Les débats, c'est pas génocide ou non. Les débats, c'est génocide en les tuant physiquement ou en les expulsant vers un autre pays. C'est ça le débat qui est posé. Ça n'est pas des gens qui seraient pour et des gens qui seront contre. C'est quelle forme on va lui donner. Mais dès le premier congrès sioniste, il y a l'idée, nous ne pourrons pas réussir si nous n'avons pas une alliance avec une grande puissance. Ils vont donc commencer à faire le tour de toutes les grandes puissances de l'époque. Dans le livre, je donne des traces de ces rencontres. Par exemple, ils vont voir le tsar de Russie, qui est un tsar antisémite. Donc tous ceux qui vous disent que les sionistes défendent les juifs, c'est n'importe quoi. Ils ont été voir un antisémite notoire, quelqu'un qui est organisateur de pogroms, dans l'idée de tisser une alliance pour qu'ils puissent
être parrainés par l'Empire tsariste pour s'installer en Palestine. Ils vont voir le Kaiser allemand. Là aussi, je donne les documents. Donc, avec toujours la même chose. Aidez-nous à créer notre État et nous serons votre jouet, votre outil, votre mécanisme local pour contrôler la région. Ils vont même voir le sultan de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est un empire qui est endetté. Il est endetté auprès des banques allemandes et anglaises et il propose tout simplement de payer l'ensemble des dettes de l'État ottoman en échange d'une liberté d'immigration des Juifs. C'est d'ailleurs de là que datent les premières formes de résistance palestinienne. Trop souvent, on va les dater de 48 ou d'autres de 67, etc. Les premières formes de résistance, et dans le livre, je mentionne les documents de l'époque, eh bien, c'est au moment de l'Empire ottoman, et ça va d'ailleurs être une victoire. Les Palestiniens vont obtenir du sultan ottoman qu'il n'accorde pas le droit d'immigrer aux Juifs européens vers la Palestine. Donc le sultan ottoman va permettre aux Juifs européens d'immigrer dans l'Empire ottoman, mais pas en Palestine. Parce qu'il y a eu des mobilisations. Et donc on voit bien que, dès le début, le mouvement sioniste ne s'imagine pas comme étant un projet autonome. Il s'imagine toujours comme étant en lien avec une grande puissance capable de lui garantir son armement, de lui garantir son financement, de lui garantir son impunité et de lui garantir le fait de pouvoir exister. Eh bien, cela n'a pas bougé depuis, simplement. Il y a eu, en fonction de l'évolution du monde, on a changé de parrain. Lorsqu'en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne n'était plus la première puissance économique parce qu'elle avait été détruite dans la guerre, et que les États-Unis, qui sont toujours intelligentes pour que les autres fassent la guerre, en 14-18, ils sont entrés tardivement en guerre et ils ont hérité de pays de concurrents qui étaient affaiblis par la guerre. En 39-45, ils ont commencé par vendre aux deux camps des armements pour après entrer en guerre. Et en tout cas, l'impérialisme dominant en 1945 n'est plus la Grande-Bretagne, mais les États-Unis. Eh bien, les sionistes ne s'en offusquent pas. Ils changent tout simplement de parrain. L'important pour eux, c'est d'avoir un parrain et que ce parrain, ça soit la première puissance hégémonique. Et donc, c'est important d'avoir cela en tête parce que ça nous permet de bien comprendre qui est derrière l'État d'Israël. Alors, je vous disais tout à l'heure que le mouvement sioniste n'a pas immédiatement réussi à convaincre les grandes puissances, qui se sont dit, mais c'est pas sérieux, ils n'y arriveront pas, et donc autant maintenir notre présence militaire, c'est beaucoup plus sûr. Le moment où les choses vont changer pour les Britanniques, ça va être un épisode de la Première Guerre mondiale qui s'appelle la défaite des Dardanelles, dans lequel, à ce moment-là, eh bien, c'est pas la coalition derrière la Grande-Bretagne qui l'emporte. On a une véritable défaite des forces franco-anglaises. On a une véritable défaite à ce moment-là. Et il y a une vraie crainte que la guerre tourne en faveur de l'autre coalition. Et là, c'est essentiel pour la Grande-Bretagne d'obtenir deux choses. Premièrement, il faut obtenir que les Arabes se révoltent contre l'Empire ottoman, qui est allié des Allemands. On va donc aller promettre au shérif Hussein d'Arabie, on va aller lui promettre de créer une nation arabe, un État arabe après la guerre. Et donc on promet ouvertement qu'il y aurait un État arabe unique qui serait créé sous son autorité. Dans le même temps, on a besoin aussi que les États-Unis entrent en guerre. Or, le pays où le mouvement sioniste est le plus implanté et le plus riche, ce sont les États-Unis. Et donc, pour obtenir que les États-Unis entrent en guerre, le mouvement sioniste va agir en disant, nous, on est capable d'intervenir, on a des réseaux d'influence, on est capable d'intervenir, et c'est ce qui va donner la déclaration Balfour. Déclaration Balfour qui, si vous regardez bien, apparaît après la défaite des Dardanelles et va être suivie par l'entrée en guerre des États-Unis. Déclaration Balfour qui est donc la promesse par la Grande-Bretagne de donner une terre aux Juifs d'Europe qui sont victimes des pogroms, terre qu'on prend aux Palestiniens. Tous les impérialismes de l'époque qui veulent être hégémoniques sont dans la même logique. Tout le monde parle de la déclaration Balfour. N'oublions pas que 6 mois avant la déclaration Balfour,
il y a eu la déclaration Cambon, qu'on reproduit intégralement, qui est une déclaration du ministère des Affaires étrangères française, qui promet quoi? Exactement la même chose que la déclaration Balfour. Donc quand on vous dit c'est de la faute des Britanniques, non, c'est l'ensemble du système impérialiste qui était derrière ce projet de créer un État sioniste. Alors, c'est important de garder ça en tête parce que ça veut dire que il faut vraiment qu'on mesure la part de responsabilité qui est la nôtre. Les Palestiniens résistent et continueront à résister. Mais leur résistance seule ne pourra pas faire changer le rapport de force. Elle est absolument nécessaire au rapport de force pour changer les choses. Mais comme ce sont nos États, l'État français, l'État anglais, l'État états-unien, etc., qui sont à la manœuvre, une partie de la solution se trouve ici. Et donc la question qui nous est posée, comme à l'époque du Vietnam, ça a commencé à changer quand il y a eu un mouvement massif mondial de contestation, la question qui nous est posée, c'est de véritablement être logique avec cette analyse de la place de nos États dans la mise en place de l'État sioniste et dans son maintien, et donc de construire un mouvement massif ici. La seconde dimension qui me semble essentielle, c'est toujours en réponse aux questions que j'entends ou aux réactions que je constate, qui est cette idée d'être étonné par la dimension génocidaire de l'État d'Israël aujourd'hui. Alors, disons-le d'emblée, le projet sioniste est une colonisation de peuplement. Toutes les colonisations de peuplement sont tendanciellement génocidaires. C'est-à-dire, elles ont toutes tendance à produire du génocide. Ce qui fait que le génocide va aller jusqu'au bout, ou au contraire va s'arrêter avant sa fin, c'est juste le rapport de force et l'état du monde. Il est très clair quand vous regardez la différence entre ce qui s'est joué aux États-Unis lors de la création des États-Unis et un génocide qui a réussi, ce qui s'est joué avec l'Algérie, un génocide qui n'a pas réussi, qui s'est arrêté en cours de route, qui s'est arrêté en cours de route, c'est l'évolution d'une part de la résistance, mais l'évolution du rapport de force dans le monde qui va expliquer cela. Alors pour bien saisir cela, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de bien comprendre ce qu'est la colonisation. Le sionisme n'a rien à voir avec la question juive, mais strictement rien à voir. Il a tout à voir avec la colonisation. Il a tout à voir avec la colonisation. Si ça avait le contrôle de cette région, si ça avait été un tout autre peuple que le peuple, d'autres peuples qui habitaient là, on aurait connu le même type de fonctionnement. Là, il se trouve que ça a été la question juive qui était instrumentalisée. Il a à voir dans l'instrumentalisation. Alors, c'est quoi la colonisation? Toutes les colonisations sont par définition scandaleuses, sont par définition destructrices, sont par définition une opération d'éradication d'un mode de vie et d'un mode de production pour le remplacer par un autre qui est au service d'une économie étrangère. La colonisation, c'est la mise en dépendance d'une structure sociale vis-à-vis d'une autre structure sociale. La plupart des pays colonisés, 90-95%, étaient des économies qui fonctionnaient sur un mode communautaire, avec une propriété collective de la terre qui appartenait à la tribu, au clan, au groupe villageois, etc. Une des premières choses que fait la colonisation, c'est de venir casser cette propriété collective, casser les modes d'existence de ces peuples. Mais dire cela ne veut pas dire que toutes les colonisations sont exactement les mêmes. Je voudrais juste citer les formes essentielles de cette colonisation. Et regarder le mouvement sioniste, la colonisation sioniste, elle se situe où par rapport à ces différentes formes? La première forme de colonisation, celle qui a été le plus développée en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? La première forme de colonisation, c'est ce qu'on pourrait appeler une colonisation d'exploitation. C'est-à-dire qu'on colonise un pays, mais on n'installe pas une nouvelle population. On installe des militaires, on installe une minorité de présence, et l'objectif, le seul objectif, c'est d'exploiter les matières premières et la force de travail. Il n'y a pas de projet de peuplement nouveau. C'est une colonisation scandaleuse, mais qui
qui est d'un degré de violence moindre par rapport aux autres types de colonisation. La seconde forme de colonisation, c'est la colonisation de peuplement. Là, le projet n'est pas seulement d'exploiter les richesses d'un pays, il est de remplacer un peuple par un autre, d'éradiquer un peuple par un autre, d'effacer un peuple pour permettre l'installation d'un autre peuple. La colonisation de l'Algérie était une colonisation de peuplement. Ce qu'on oublie souvent, par exemple, c'est que si vous prenez les chiffres 50 ans après les débuts de la colonisation, 1880, le peuple algérien a perdu un tiers de sa population. Un tiers. Imaginez ce que ça signifierait pour le peuple français que d'apprendre qu'en 50 ans, il y a un tiers de la population qui disparaît. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il faut s'interroger sur pourquoi ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais parce que le monde avait changé. Parce qu'il existait de nouveaux mouvements qui mettaient en avant la question de l'indépendance des peuples. Parce qu'il y avait eu la naissance de l'Union soviétique qui parlait de l'indépendance des peuples. Parce qu'il y a eu les débuts du mouvement de libération nationale qui se coordonnait, etc., qui ont empêché d'aller jusqu'au bout de cette colonisation de peuplement. À l'évidence, ils ne le cachent pas, c'est explicite, c'est le cœur de leur projet. Le sionisme, c'est une colonisation de peuplement, puisqu'ils disent qu'il faut peupler, la Palestine d'une population juive. Vous le savez, Israël est le seul pays qui interdit le retour des réfugiés palestiniens, mais qui permet à n'importe quel juif, quel que soit l'endroit de la planète où il est, d'immigrer en Palestine. Donc on voit bien qu'il y a un projet de peuplement, c'est-à-dire d'éradication complète de la population palestinienne. Le troisième type de colonisation, c'est ce que j'ai proposé d'appeler la colonisation collective. C'est lorsqu'un État n'est pas assez puissant pour coloniser pour son propre compte. C'est le cas par exemple de la colonisation portugaise. La colonisation portugaise, on avait un État qui était colonisateur, mais qui n'avait pas les moyens de maintenir, de gérer ses colonies. Et donc il va coloniser pour le compte de l'ensemble des puissances impérialistes. Si vous alliez en Algérie en pleine période coloniale, vous ne pouviez trouver que des capitaux français. Les capitaux allemands étaient interdits, c'était la chasse gardée du capital français. Si vous alliez au Maroc, c'était les capitaux français. Vous alliez dans les capitaux portugais, vous trouviez quoi? Des capitaux états-uniens, des capitaux allemands, des capitaux anglais, etc. Autrement dit, le colonialisme portugais était au service de l'ensemble des autres grandes puissances. L'apartheid en Afrique du Sud, c'était quelque chose qui ressemblait à cela. Cette colonisation collective, elle est bien entendu beaucoup plus dure à éradiquer parce qu'on ne se confronte pas seulement à un État impérialiste, mais on se confronte à l'ensemble des États impérialistes qui soutiennent ce colonisateur. Et c'est pas un hasard que la Guinée-Bissau, l'Angola, le Mozambique ont mis 10 à 15 ans de plus pour pouvoir se décoloniser, et que l'apartheid y a fallu encore plus longtemps. Israël est une colonisation collective. C'est pas seulement une colonisation de peuplement, c'est en plus une colonisation collective. Il suffit de regarder la structure du capital israélien, vous vous apercevez qu'il y a des capitaux allemands, des capitaux anglais, des capitaux français, etc. Désolé, ça arrive. Urgence Palestine Marseille doivent y aller, ils doivent prendre la route. Donc voilà, ils vous disent bonsoir. Et on les remercie de venir En tout cas, merci à vous. Et comme on dit chez nous, marahba pour ceux qui veulent venir, bienvenue pour ceux qui veulent venir dans nos manifs le dimanche. Voilà. Merci. Merci. Marseille. Vraiment, ça a été. Donc, on va chanter Tony, mais les gens de la Bretagne ne seront pas avec toi, mais. Ciao. Merci. Attends, bouge pas. Moi, je retourne chez moi finalement. Je suis fatigué. Ah non, je peux pas, désolé. Moi, non, c'est pas du tout sur ma route, désolé. Et toi, c'est pareil. Non, je peux pas, je remonte après. Bien. Donc je disais que le sionisme, c'était à la fois une colonisation de peuplement, mais c'était aussi une colonisation collective. Et enfin, le sionisme a une caractéristique unique que n'ont pas eu les autres colonisations, c'est qu'en plus, peut-être un peu justement le système d'apartheid qui ressemble le plus,
et c'est pas un hasard que ce soit l'Afrique du Sud qui dépose plainte aujourd'hui, c'est que c'était non pas une colonisation collective à partir d'un État colonisateur, mais c'était la création artificielle d'un État. Et donc ça a une caractéristique particulière, ce qui veut dire que la décolonisation en Palestine ne peut pas prendre la forme d'une victoire sur le pays colonisateur, mais prendra inévitablement la forme de la disparition de l'État d'Israël et de son remplacement par un État commun entre tous ceux qui vivent sur le territoire, sur les Palestiniens de toute confession. Le degré de réussite du génocide, donc à partir du moment où c'est le peuplement, il y a cette tendance génocidaire, et le degré de réussite, il dépend vraiment de quel soutien peut avoir un peuple au moment où il se bat. Pour les Algériens, par exemple, il est évident que la création du mouvement nationaliste moderne est venue à partir du moment où on a pu trouver aussi des alliés aussi au sein du mouvement ouvrier avec la rupture de la Troisième Internationale, où il y avait des liens avec l'Union soviétique, où il y avait en Asie les premières indépendances qui ont commencé à émerger. Tout ça, ça va venir enlever l'isolement des combattants pour l'indépendance. Eh bien, si je dis tout cela, c'est parce que, vous verrez juste après, eh bien, l'histoire de la résistance palestinienne, elle est fonction de l'évolution du monde. Et les périodes où elle a été en crise profonde sont des périodes dans lesquelles, au niveau mondial, nous étions en recul. Et les périodes où elle remonte en offensive, y compris le 7 octobre, qui est une reprise de l'offensive, sont des moments où, justement, à l'échelle mondiale, il y a de nouveau des dimensions d'espoir qui ressurgissent. Dernier élément que je voulais dire sur la colonisation de peuplement, nous sommes aujourd'hui, avec les morts que nous apprenons tous les jours, centrés sur la dimension de la mort physique, mais le génocide ne s'arrête pas aux morts physiques. Le génocide, c'est la tentative d'effacer complètement l'existence d'un peuple. Ça n'est pas pour rien que l'État israélien attache autant d'importance à renommer tous les lieux, pour leur donner des noms hébreux, toutes les routes, tous les lieux, etc. Ça n'est pas pour rien qu'on déracine les oliviers. C'est-à-dire qu'il s'agit d'effacer les traces d'un peuple pour justement pouvoir dire il n'y a pas de peuple palestinien, il n'a jamais existé, etc. Donc ce sont toutes ces formes de génocide qui sont en cours. Un grand monsieur qui s'appelait Frantz Fanon, qui était un des théoriciens de la révolution algérienne, ce psychiatre qui s'est engagé au sein du FLN devant les dégâts psychiques qu'il voyait de la colonisation en Algérie. Frantz Fanon disait une colonisation de peuplement s'attaque non seulement au présent mais également au passé. Il s'agit de détruire tous les mythes, les leaders, les histoires, les grandes... Il s'agit d'éliminer tout ça et de créer dans la tête du colonisé un sentiment d'infériorité, comme on crée dans la tête des peuples des pays colonisateurs un sentiment de supériorité. Alors la conclusion, pourquoi j'ai choisi d'aborder cette question-là, c'est que, il faut tirer la conclusion triste pour nous. Le génocide ne s'arrêtera définitivement. Il peut s'arrêter momentanément et reprendre. En 2014, on a eu une séquence de génocide qui s'est arrêtée, qui a repris ensuite. Il ne s'arrêtera définitivement que le jour où les États qui soutiennent Israël considéreront qu'ils ont plus à perdre à continuer de soutenir Israël qu'à abandonner ce tout soutien. C'est-à-dire qu'une partie de la réponse dépend de nous. Et seconde conclusion, arrêtons de considérer que le génocide, c'est Netanyahou. Netanyahou s'en va, nous aurons quand même du génocide. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de folie de ce monsieur, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas l'irrationalité qui explique le génocide, mais la colonisation de peuplement, mais la nature même du projet sioniste. Si on a ça, on peut du coup aborder justement cette l'histoire de la résistance palestinienne, mais là aussi il faut rappeler quelques fondamentaux. Premier fondamental qu'on a appris, c'est pas Saïd Bouamama qui l'écrit, c'est ce que les luttes antérieures nous ont appris. Il n'y a jamais eu d'oppression sans résistance. Ça n'existe pas. Il y a des endroits où la résistance a perdu, c'est-à-dire qu'on a écrasé le peuple, on l'a génocidé complètement, mais il n'y a jamais eu d'oppression sans résistance.
second élément que nous retirons de l'histoire des luttes des peuples, c'est que les formes de la résistance, ce ne sont pas les dominés qui le choisissent, ce sont les dominants qui choisissent. Mandela l'a très bien dit en disant ce n'est jamais le dominé qui choisit les formes de la résistance, c'est toujours le dominant. Les dominés aimeraient bien qu'on les laisse accéder à leurs droits par une simple pétition. Ils aimeraient bien pouvoir accéder à leurs droits par un simple mémorandum. Et je peux vous garantir que pour la Palestine, c'est par dizaines, voire par centaines qu'on compte les mémorandums, les pétitions, les déclarations, etc. Et donc, le passage d'une lutte pacifique à une lutte armée n'est jamais le fait des dominés uniquement, elle est le fait de la fermeture du système colonial qui contraint le dominé soit à accepter de rester dominé, soit à trouver d'autres formes de lutte. Je sais que c'est des banalités, mais c'est important de les rappeler parce que sinon on va commencer à entrer, est-ce que le Hamas est terroriste, etc. La question qui est posée, c'est pas celle-là. La question qui est posée, c'est que justement, il n'y a pas d'autre moyen pour modifier aujourd'hui l'oppression que vivent les Palestiniens. Et donc, du coup, on peut repérer des âges de la résistance palestinienne. Dans le livre, je raconte l'histoire et des rapports de forces mondiaux et des formes de la résistance palestinienne, et dans lequel on va, pour pas vous noyer, s'il y a des questions, on pourra revenir sur tel ou tel âge, mais en gros, on a un premier âge, comme dans l'ensemble des colonisations, donc, dans lequel on a des révoltes spontanées, c'est-à-dire des révoltes, c'est devant le constat d'une arrivée d'une immigration massive que ça se révolte, donc il n'y a pas de projet collectif, il y a juste un refus des conséquences immédiates de la colonisation. Puis on va passer au passage de ces révoltes spontanées localisées à une révolte générale en 1936, qui est la grande révolte arabe-palestinienne. Et cette grande révolte, qui est trop peu connue, c'est la première intifada en réalité. Elle date de 36 à 30, elle va de 36 à 39, 3 ans. Et dans cette révolte, on a toutes les formes de lutte qui sont cumulées. On a la lutte armée, c'est la guérilla que mène El-Qassam, qui va donner le nom à la brigade El-Qassam. On a les grèves ouvrières, on a de très nombreuses grèves ouvrières, c'est chez le début du prolétariat qu'il y a en Palestine. On a des manifestations publiques, on a toutes les formes de lutte. C'est une anecdote, mais c'est important de l'avoir en tête, puisqu'on retrouve le débat aujourd'hui. Déjà à cette époque-là, le mouvement sioniste se donne comme objectif de séparer les Palestiniens de leur mouvement de résistance. La réponse du peuple palestinien à cela, en gros, ils disent on va arrêter de vous tuer si vous condamnez les organisations de résistance, ceux qui se battent, qui mènent la lutte armée, etc. La réponse du peuple palestinien, c'est ce que vous avez autour du cou. C'est-à-dire qu'on va avoir une généralisation du port du kéfier. Vous savez pourquoi ? Pour que les résistants palestiniens ne puissent pas être arrêtés. Pour qu'ils puissent fuir sans qu'on puisse les reconnaître. C'est à ce moment-là que le kéfier devient un étendard et un symbole. Tout le monde le porte et les résistants peuvent, en se voilant du kéfier, fuir, et on a moins de chances de les arrêter parce que le milicien sioniste se retrouve noyé un peu comme un poisson dans l'eau, comme dirait un homme célèbre un peu plus tard. Ça va être en 1936. Entre-temps, on a les grandes puissances qui vont imposer le mandat sur la Palestine. Les Palestiniens réclament leur indépendance. On leur dit « vous n'êtes pas mûrs » et les grandes puissances de l'époque imposent le mandat. Officiellement, le mandat britannique en Palestine est un mandat qui doit préparer les Palestiniens à l'indépendance. C'est ça le mandat. Hein. En gros, on voit bien que c'est une notion colonialiste, on estime que ces peuples ne sont pas mûrs, mais on va les accompagner, mais l'objectif, normalement, c'est de déboucher sur l'indépendance. Et bien là, on va avoir la première violation du droit international. C'est-à-dire les grandes puissances de l'époque, c'est pour ça qu'il ne faut pas mythifier le droit international. Hein. Le droit international, il faut s'appuyer dessus lorsqu'il va dans le bon sens, mais à certains moments, le droit international ne correspond pas à la justice. Là, les grandes puissances de l'époque, ce sont ceux qui financent la SDN. Ce sont ceux qui sont dominants dans la SDN. Et la Grande-Bretagne est le premier d'entre eux. Eh bien, la France et la Grande-Bretagne vont imposer à ce qu'au sein de la SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, eh bien, on inclut dans le texte du mandat la déclaration Balfour.
qui est une déclaration privée, qui est une simple promesse privée qui devient un texte de droit international. Bien sûr, les Palestiniens ne sont pas consultés et on prend une décision internationale et on estime que c'est le droit international à partir de ce moment-là. Je saute les époques pour revenir à des formes de résistance plus récentes. Une des réactions que vont avoir les sionistes au développement de la résistance palestinienne, ça va être de rendre impossible cette résistance, comme beaucoup de cette résistance se faisait de l'extérieur, à partir du Liban, à partir de la Jordanie, etc., de la rendre impossible. Et là, on va avoir les débuts d'un processus qui va déboucher sur les accords d'Abraham bien des années plus tard. On va donc promettre au roi de Jordanie de lui offrir la Cisjordanie en échange de l'expulsion des Palestiniens de Jordanie pour qu'ils ne puissent plus mener la lutte à partir de la Jordanie. Et on va avoir le massacre de Septembre Noir, dans lequel des milliers de résistants palestiniens vont être massacrés et les Palestiniens vont être obligés de fuir la Jordanie. C'est un terrain pour construire la résistance qui disparaît. On va multiplier les guerres et les interventions au Liban avec exactement le même objectif, contraindre les résistants palestiniens à quitter le Liban, et on va voir les résistants palestiniens être contraints de quitter le Liban pour l'Algérie, la Tunisie et les autres pays arabes. Et on se retrouve à un moment où toute la presse titrait que c'était la fin de la résistance palestinienne. Tout le monde était persuadé que c'était la fin de la résistance palestinienne. Et là, on va avoir quelque chose qui montre le génie des peuples. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a ça, mais c'est bien un trait du génie des peuples. On a eu en Algérie, par exemple, lorsque, après la bataille d'Alger, vous aviez un FLN et une ALN, Armée de Libération Nationale, fortement affaiblie par la répression de la bataille d'Alger. La plupart des militants, l'état-major était décimé, etc. On criait victoire, hein, on criait c'est la fin de la résistance algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Décembre 1960, tout le monde pensait que c'était fini. Et là, c'est le peuple qui prend le relais des organisations de résistance. On a les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, tout le monde, c'est par millions que ça descend dans la rue. L'armée ne sait même plus quoi faire tellement il y a de gens dans la rue. C'est comme si le peuple conscientisait que ces organes de résistance étaient momentanément affaiblis et qu'il fallait quelque chose pour prendre le relais. Ça vous rappelle rien? La première intifada, c'est exactement cela. La première intifada, c'est les organisations de résistance palestiniennes qui ont moins les moyens de mener leur lutte, et on a un peuple qui se pose, qui se porte et qui se transforme en relais et qui prend le relais de l'intérieur, alors que c'est difficile. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas, parce que je le vois encore de temps en temps, surtout pas réduire l'intifada à cette image d'adolescents qui jettent des cailloux. C'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, il y avait des adolescents qui jetaient des cailloux, mais il y avait des grèves ouvrières permanentes qui ont duré plusieurs années. Il y a eu l'image symbolique, s'il fallait résumer en une image l'intifada, c'est ces soldats, parce qu'elle rappelle la guerre d'Algérie encore une fois, ces soldats qui viennent casser les verrous des commerces, des stores des commerces, parce que les commerçants étaient en grève pour les ouvrir, et dès que les soldats étaient partis, les serruriers revenaient pour les remettre, et cela pendant des semaines, des mois, etc. C'est-à-dire c'est tout un peuple qui s'organise et qui est en fait l'aveu d'échec de la colonisation, puisque tout un peuple, toute catégorie confondue, se pose en refus de la colonisation. Et donc on va avoir ces intifadas-là. La réponse du mouvement sioniste à cette forme de résistance, ça va être de tenter d'isoler encore plus la résistance en faisant semblant de faire une concession. Mais là, on ne peut pas comprendre pourquoi les Palestiniens, certaines organisations palestiniennes, ont pu accepter ce qui va être les accords d'Oslo et ce qui va être ensuite l'opération d'asphyxie de la question palestinienne si on ne l'introduit pas dans l'évolution du monde de l'époque. Nous sommes dans cette période-là au moment où disparaît l'Union soviétique. Et avec la disparition de l'Union soviétique, c'est la disparition de tous les équilibres issus de la lutte antifasciste, issus du mouvement de libération nationale. Autrement dit, on a l'ouverture à ce moment-là de ce que j'ai proposé d'appeler un processus de contre-révolution mondiale, qui se traduit par l'idée du côté des États-Unis que pour maintenir leur hégémonie, ils doivent casser tous les États qui pourraient lui résister. Et on va avoir la série de guerres de balkanisation
on va balkaniser la Yougoslavie, ensuite on va tenter de balkaniser l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie, et la décennie noire en Algérie. Il y a toute une série d'événements qu'on ne peut comprendre que si on le réintroduit dans ce plan de redessiner l'ensemble de la carte mondiale pour éviter que des puissances moyennes ou même des pays pouvant potentiellement devenir une puissance moyenne, soit cassés, soit détruits et soit éparpillés en morceaux. Dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là que se négocie Oslo. C'est dans ce contexte-là qu'a lieu le débat. Qu'est-ce qu'il est possible de maintenir comme revendication? Autrement dit, si Oslo, qui est un piège, qui dès le début est un piège, puisqu'il crée un embryon d'État entièrement dépendant d'un État qui est voisin, qui est l'État d'Israël, eh bien Oslo n'est compréhensible que si on le réintroduit dans cette dimension-là. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que c'est ce qui nous donne les clés du 7 octobre, mais aussi les clés de ce qui a rendu possible le 7 octobre. Il y a 10 ans, le 7 octobre n'était pas possible. Il y a 10 ans, le 7 octobre n'était pas possible. Le rapport de force mondiale ne le permettait pas. Depuis, il y a eu des changements dans le monde qui n'étaient pas prévus par ceux qui dominent la planète. Il y a eu des premières tentatives de résistance aux États-Unis sous une forme collective. On a eu par exemple, dans toutes ces imperfections et contradictions, mais on a eu plusieurs pays d'Amérique latine qui se sont mis ensemble, qui ont créé l'ALBA pour dire on va mieux résister aux États-Unis si on crée cela. Il y a eu les BRICS. Il y a eu la montée de la Chine. Il y a eu du côté de la Russie qui pensait pouvoir négocier sa place parmi les grandes puissances et qui donc en Libye a laissé faire, et puis qui s'est aperçu que non, on lui laissait aucune place et qu'en réalité on voulait la couper en morceaux également, et qui du coup en Syrie s'est dit je ne vais pas refaire la même bêtise qu'en Libye, et donc c'est ce qui va sauver la Syrie de l'écartèlement. Et donc on a toute une série de changements dans le monde. Tous ces changements-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même projet, ça veut dire qu'ils sont unis sur une chose. Il y a une puissance là, un camp, qui sont les États-Unis et les pays européens, on va dire, qui veulent imposer leur hégémonie. Ce qui les unit, c'est qu'ils ont intérêt à être contre l'hégémonie dominante aujourd'hui. Et ça, c'est déjà énorme. Est-ce que le 7 octobre aurait été possible sans que les organisations palestiniennes puissent être unies, c'est-à-dire ne plus être divisées par les pièges des États-Unis? Exemple de piège, l'idée qu'il y a une coupure sunnite-chiite. Mais ça a été un des outils des États-Unis pour isoler l'Iran, pour empêcher. Et donc, on est venu creuser cela. Tout le délire autour d'Al-Qaïda, etc., c'était quoi? L'instrumentalisation par les États-Unis de l'islam pour les mettre à leur service. C'est bien entendu cela. C'est pas un hasard que les sionistes veulent présenter le Hamas et Al-Qaïda comme la même chose, alors que c'est deux logiques complètement différentes. Et donc on a eu toute une série de mécanismes qui ont commencé les peuples ont commencé à comprendre, et puis y compris des gens qui fonctionnaient uniquement pour leur intérêt économique ont commencé à comprendre. Quand la Chine va dire à l'Arabie Saoudite, écoute, si tu veux faire partie des routes de la soie, tu vas arrêter de t'opposer à l'Iran et on va se mettre autour d'une table et qui renoue leurs relations diplomatiques, eh bien ça apporte pour la paix dans le monde. C'est un pas objectif pour la paix dans le monde. Toujours est-il que les Palestiniens sont beaucoup moins isolés qu'il y a 10 ou 15 ans. Et c'est ça la réalité. Et c'est ce qui va permettre... vous auriez pu penser, vous, qu'un jour... Moi, j'y pensais plus, hein. Vous auriez pu penser qu'un jour, toutes les organisations palestiniennes auraient pu être invitées à se réunir à Moscou, à Pékin. Donc on voit bien que là, il y a une résistance palestinienne qui est moins isolée que par le passé. On a bien vu dans la qualité de l'opération militaire du 7 octobre qu'il y avait et des armements, l'amélioration au niveau des missiles du Hezbollah, etc. Moi, je ne sais pas qui leur a donné, mais c'est évident qu'il y a des États qui, aujourd'hui, aident le peuple palestinien qui est de manière beaucoup plus correcte que par le passé, beaucoup plus conséquente et correcte que par le passé. Et la Corée aussi, bien sûr. En tout cas, on a un certain nombre d'États qui contribuent. Donc, on a une résistance palestinienne qui est beaucoup moins isolée que par le passé, et on a une résistance palestinienne qui a très bien compris les pièges de la division. C'est pour cela que il faut surtout pas sous-estimer l'enjeu du discours médiatique présentant
ce qui se passe aujourd'hui comme étant uniquement l'action du Hamas. Le Hamas nous demande, bien sûr c'est la principale forme de résistance, mais ils nous demandent de ne pas entrer dans ce piège. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent une chambre de la résistance qui regroupe toutes les organisations de résistance. Et ça, c'est un autre élément nouveau. Par le passé, Israël a pu jouer de la division, a pu instrumentaliser des divisions pour empêcher justement une action commune. Ce que je voulais montrer par là, par rapport à une des questions qui était posée, c'était que, bien sûr, c'est cher. Bien sûr, notre cœur saigne. Mais en réalité, l'ampleur du génocide est liée aussi au fait que ceux qui dirigent la planète commencent à avoir peur de tous ces non, tous ces refus qui commencent, toutes ces têtes qui commencent à se relever et qui s'opposent à eux. Bien entendu, ils ne lâcheront pas comme ça. Bien entendu, ils préfèrent faire une guerre que de lâcher leurs intérêts. Mais suivant le chemin qu'a pris la résistance palestinienne, même quand elle est affaiblie, elle sait une chose, c'est qu'elle ne peut pas reculer, elle ne peut pas arrêter. Et donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est vraiment comment on va être capable d'être à la hauteur de la résistance palestinienne. J'ai trop parlé, donc je vais aller rapidement à la conclusion. Je voudrais dire 3 choses en termes de conclusion. Si je n'ai pas dit que des bêtises, c'est-à-dire si effectivement on a avec le projet sioniste un projet qui se concerne l'ensemble du système impérialiste et que le sionisme est au service d'un certain nombre d'États qui dominent la planète. Si je ne me suis pas trompé sur l'idée que le sionisme ne peut que conduire au génocide et que ça n'est que l'éradication du sionisme qui arrêtera la dynamique génocidaire. Et si troisièmement, on a bien compris que la résistance palestinienne ne s'arrêtera pas, mais ne sera pas suffisante compte tenu du déséquilibre des rapports de force pour l'emporter, eh bien ça nous pose la question de notre responsabilité, nous qui vivons dans un État qui finance, accompagne, arme l'État d'Israël. Alors, comprenons tous que nous devons non seulement aller dans les manifs aujourd'hui, mais nous préparer à ce que la Palestine reste dans nos cœurs pour les années et les décennies qui viennent, s'il le faut, et donc à construire un mouvement durable de soutien à la Palestine. Merci. Alors, on va lui poser quand même quelques questions, évidemment. On va essayer de ne pas perdre trop de temps sur les questions, essayer d'aller droit au but, d'essayer de parler fort pour qu'ils vous entendent, parce qu'il commence à se faire tard. Là, ils sont en bout de route avec Michel, c'est la dernière, mais ils n'ont pas arrêté de faire toutes les villes depuis pas mal de temps. Donc, essayez d'être concis dans vos questions et de parler fort pour qu'on vous entende bien. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse justement sur la fin de ce qu'il vient de dire, d'aller aux manifs et de faire toutes ces choses-là. Je le dis et je le répète, mais je le répète encore, c'est utile. N'ayez pas peur de marcher avec un pins, un kéfier, un drapeau ou n'importe quoi de palestinien dans votre vie, dans votre ville. Ne vous mettez pas en danger, évidemment. Si à votre boulot, vous risquez de perdre votre place, on ne va pas se jeter non plus dans la gueule du loup. Mais vous allez à la salle de sport, vous avez votre kéfier autour du cou, vous avez un pin sur votre manteau. Enfin, je veux dire, vous êtes du bon côté de l'histoire. Et la peur doit changer de camp. C'est nous les gentils, c'est eux les méchants. C'est pas à nous d'avoir peur de marcher avec un kéfier ou d'avoir un drapeau palestinien sur nous. On va pas aller attaquer des gens, évidemment, on va pas se prendre la tête. Quand les gens vous insultent ou essayent de vous chercher, essayez de rester calme. Moi-même, je le fais pas tout le temps, hein. Évidemment, il y a l'incident de McDo pour le prouver. On fait tous des erreurs, on est tous des êtres humains, on a nos émotions, des fois on est crevé, des fois on n'arrive pas à tenir. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, comme ils vous disent très bien, donc Michel et Saïd, c'est la bataille de l'info. Cette guerre, parce que c'est un génocide, mais c'est aussi une guerre en ce sens, c'est aussi une guerre de l'image, une guerre des mots, une guerre de l'info. Vous allez trouver des choses, même dans les livres, dans le Larousse. Moi, hier, mon voisin, il vient d'acheter un Larousse qui a été édité donc, là, il n'y a pas longtemps. Et à un moment donné où il parle de l'histoire justement de la Palestine, on est en 1600 et ils disent, au lieu de parler des Juifs, ils disent les Israélites. Les Israélites, 3 fois dans la phrase, pour nous habituer. Désolé, en 1600, il n'y avait pas d'Israélites. D'accord ? Ça n'existait pas à Israël, donc il n'y avait pas d'Israélites, il n'y avait pas d'Israéliens. Voilà. Donc ces choses-là, c'est pour nous habituer. C'est Larousse, hein. Toutes les histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit à l'école, tout est faux, hein. Ça a été écrit par eux, donc ils écrivent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent de l'histoire, mais pratiquement tout est faux. Donc, comme disait Michel tout à l'heure, sourcez, vérifiez, variez, confrontez vos sources, et n'ayez pas peur donc de marcher dans la rue avec votre kéfier, n'ayez pas peur de défendre la Palestine.
c'est très important de vous rappeler que vous êtes du bon côté de l'histoire et que c'est eux qui doivent avoir honte du mot Israël, c'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Allez en manif, même juste pour vous montrer, pour dire que vous êtes là, que vous soutenez. Allez en manif, faites des dons parce qu'aujourd'hui, ça, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a plein de gens qui font des dons, qui s'occupent de la Palestine et qui envoient les dons, comme Terra Solidaire, comme moi, comme Big Z qui n'est pas là, mais Zakaria fait aussi pas mal. Donc c'est très important de faire des dons aux Palestiniens parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est pas nous qui allons arrêter le génocide, c'est pas nous qui allons sauver les Palestiniens. Par contre, nous, ce qu'on peut faire en attendant que ça s'arrête, c'est leur permettre de survivre en attendant. Et ça, je suis désolée, il n'y a que l'argent qui peut les aider. Manger, boire et avoir un toit. Donc je vous embête avec tout ça, mais faire des dons, donner de l'argent aux Palestiniens, aujourd'hui, c'est le seul moyen pour eux de survivre avant la fin de ce génocide. Voilà. Tout le reste, c'est du pipi de chat. Et j'ai envie de vous dire, aller en manifestation, se battre contre nos gouvernements et tout ça, pour eux, qui sont entre la vie et la mort, tout ça pour eux, c'est du pipi de chat. Ils s'en foutent de savoir Israël, Palestine, machin. Là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils n'en sont plus là. Eux, ils veulent juste survivre. Donner à manger à leur bébé, prendre un médicament. Donc le reste, c'est notre combat à nous. C'est notre combat à nous contre nos gouvernements. C'est nous qui sommes en territoire occupé. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est Vichy maintenant. C'est la France occupée. C'est juste plus les Allemands qui nous occupent. C'est les sionistes. Mais on est en France occupée, on ne peut plus rien faire. On a des drapeaux israéliens sur notre mairie depuis plus d'1 an, avec un maire qui dit quand même « J'enlèverai les drapeaux quand on aura gagné la guerre ». On sait qui et quelle guerre il parle. Dans quelle ville il est maire? Est-ce qu'il est maire français ou est-ce qu'il est maire israélien? C'est comme Meir Habib avant. Donc c'est très important, cette guerre qu'on fait, ne croyez pas que vous êtes en train de la faire pour les Palestiniens. C'est pas leur guerre ça. Ça c'est notre guerre à nous. Pour nous libérer nous. Pour pouvoir être libre de nos propos. Pour pouvoir aller faire un tweet ou aller dire quelque chose, aller dans un endroit sans que les policiers nous disent non, non, désolé, vous avez un kéfier. Il y a des gens qui ont reçu des amendes parce qu'ils portaient un kéfier. Il y a des gens qui ont eu des amendes parce qu'ils avaient un drapeau palestinien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme le drapeau palestinien est devenu un symbole. Mais aujourd'hui, tout ça s'est inversé. L'opinion publique aujourd'hui, ils ont voulu effacer la Palestine. Elle n'a jamais été aussi connue qu'aujourd'hui. Le monde entier aujourd'hui est capable de vous dire à quoi correspond ce drapeau. Voilà. Donc, ça, on l'a gagné. Mais ne nous asseyons pas sur nos acquis. Nous, chacun dans nos pays, en France, en Allemagne, n'importe où, on doit mener nos guerres contre nos gouvernements pour retrouver notre liberté à nous d'expression, de circuler, de tout ça. Ça, c'est aussi aux Palestiniens qu'on le doit. C'est grâce à eux. Ils le payent le prix de la chair et du sang pour nous montrer à nous qu'on est colonisé, qu'on n'est pas libre. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, peut-être qu'on ne se serait pas rendu compte pour certains qu'on n'était pas libre dans nos pays de dire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Donc merci les Palestiniens de nous avoir réveillés sur nos gouvernements et sur notre enchaînement, notre colonisation. Moi je vous le dis clairement, ici à Nice c'est encore pire. On est dans une ville sioniste qui a été annexée. Moi je sais très bien, hein, tout est filmé, vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Jazzy, tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait où me trouver, il n'y a pas de problème. Moi je dis tout ce que je pense et je pense tout ce que je dis. Donc je vous le dis, faisons cette lutte tout ensemble, ne nous divisons pas, peu importe ce qu'on pense les uns des autres. Faisons cette lutte tout ensemble, libérons-nous, pas que du sionisme, de nos gouvernements corrompus, libérons-nous. Ce n'est pas les honnêtes gens comme Amira qui doivent aller en prison, ce sont ceux qui détournent des fonds, ce sont ceux qui volent, ce sont ceux qui payent les génocides. Et notre pays nous rend complices en payant et en donnant des armes à ce génocide, il nous rend complices de tuer nos frères et sœurs en Palestine. Voilà, donc marchez avec vos kéfiers, vos pits, n'oubliez pas, allez en manif et faites des dons s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors on va commencer par Amira. Tu veux prendre le micro? Je viens. Alors, comment être antisioniste sans être perçu comme antisémite? C'est ce qui m'a coûté 46 jours de prison. Et elle est sortie de là encore plus propre et lavée qu'avant ces 46 jours. Parce qu'on m'a reproché le jour de mon jugement que je me cachais derrière l'antisionisme pour être antisémite. Par rapport à mes tweets. Voilà, merci. Ah, tu veux en prendre plusieurs et tu réponds après? Ok. Farid? Voilà, moi je voudrais en revenir au fond de la conférence de Saïd.
Donc quand on retrace l'histoire du sionisme, et j'ai tant de choses à dire par rapport à ça, on sait que le sionisme, bon, on a évoqué son caractère génocidaire, son caractère politique, sans oublier aussi son caractère terroriste. Car le sionisme ne s'en est pas pris uniquement qu'au peuple palestinien, dans son but d'annexer la Palestine, mais a commis des actes terroristes, en allant jusqu'à la mort de diplomates à l'époque la SDN, le suédois, le français, italien, de plusieurs pays, plusieurs diplomates du monde qui étaient attribués à ce partage des terres palestiniens sionistes, sur le plan sioniste, ont été tués, visés par des actes terroristes, comme on peut le voir aujourd'hui, avec certains, comme le président, certaines politiques sont encore aujourd'hui visées par le terrorisme. Donc moi, ma question, c'était juste pour dans le contexte, ne pas oublier le côté terroriste du sionisme. Ça s'attaque par le terrorisme à des opposants, quelle que soit sa place dans le monde. Après, oui, ma question. Donc ma question, pour moi, on demande de combattre le sionisme, bon, ok, par des manifestations, par des pins, par des kéfiers. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qu'on attend aussi pour combattre le sionisme sur un plan juridique, tout simplement? Pourquoi il n'y a pas un groupe de juristes, un groupe d'avocats qui pourraient se battre, mais concrètement, parce qu'on ne voit rien venir, car pour moi, le sionisme est contre la loi. Pour moi, la Constitution française et le droit français aujourd'hui, on a vu un monde tellement corrompu que l'antisionisme est pourchassé, alors que dans un monde honnête, c'est le sionisme qui devrait être condamné, mais par la loi. Car c'est un projet colonial et la colonisation est un crime de guerre. Que je remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir donné les cadres. Non, mais plaisir. Déjà, je voulais vous remercier pour vos interventions à tous les deux. Une question qu'Anifa n'a pas osé me poser, donc je représente la question. Du coup, c'était quel était votre avis vis-à-vis de la posture de l'Arabie Saoudite? Voilà. Christophe. Moi j'avais une question à propos du dernier bouquin de Shlomo Sand. On dit qu'il y a deux sionismes, soi-disant un bon sionisme ou un mauvais. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je ne sais pas si tu as vu son dernier bouquin, voilà, parce que je pense que c'est important de débunker ça peut-être. Mehdi. Bon, déjà, je vais être très rapide par rapport à ce qu'avait dit BD Urgence Palestine tout à l'heure par rapport à la journée nationale du 14 décembre. Il y a dans mon ancien carrefour où je travaillais justement des avocats où ils vendent au nom d'Israël. Donc ce serait peut-être potentiellement bien de faire une action pour tous les musulmans qui sont là. J'en ai fini rapidement. Pour la question pour monsieur Bourama. Moi c'est une question plutôt géopolitique. Comment concrètement combattre, nous en tant que civils, etc., sachant que les impérialistes soutiennent Israël, etc., que ce soit politiquement, que cela soit judiciairement, etc. On l'a vu notamment avec la CPI, dont la France et l'Allemagne plus particulièrement défendent Israël, enfin plutôt défendent Netanyahu. Comment défendre surtout notre position anti-impérialiste et anti-colonialiste, et surtout, question très importante qui complète celle de l'Amira, comment combattre l'antisémitisme en étant antisioniste. Myriam, 2 secondes. On va faire ensuite Corinne, ensuite Pierre, ensuite Ariel, Florent et Ariel, et Victor. Et après on s'arrête, d'accord? Vous êtes tous d'accord, c'est bon? Merci. Avec Covid, c'est vous, d'accord. Alors d'abord, je voulais vous remercier, vous et monsieur Michel Colomb, pour vos interventions. Plus fort, ouais, on t'a déjà dit, toi. Hein. Tiens-le comme ça. Comment? Voilà. Ok, là c'est bon. Ok, alors je voulais vous remercier, vous, monsieur Saïd Bouamama et monsieur Michel Colomb, pour vos deux interventions qui étaient formidables. J'ai une question qui est donc comment expliquez-vous le déni persistant en France et de d'autres pays face à la mémoire des crimes coloniaux, et que faudrait-il faire pour une véritable réconciliation mémorielle? C'est une étudiante celle-là.
fait tous les discours et mes projets. Monsieur Bouamama, ma question c'était, est-ce que vous pensez que l'élection de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique va faire pencher la balance du côté de la cause palestinienne et que on va arriver finalement à la fin du génocide à Gaza? J'ai une question par rapport aux recherches que vous aviez faites. Vous avez dit que vous avez lu tous les rapports du Congrès scientifique. Et vous avez lu tous les rapports des congrès sionistes. Bon, il se trouve que l'une des propositions de l'Union soviétique, c'était d'envoyer les Juifs au Birobidjan. Et je voulais savoir quelle était la position officielle vis-à-vis de cette proposition-là. Pierre, et ensuite Corinne et Ah ok, toi tu fais toujours Il y a beaucoup de choses dans cette intervention avec lesquelles j'étais totalement d'accord. Il y a un petit point quand même où je me dis qu'on pourrait peut-être débattre. C'est sur quand vous avez dit que le fait que ce soit les Juifs ne change pas fondamentalement la question, que ça pourrait être n'importe quel peuple. Je pense au contraire que le succès du mouvement sioniste est lié quand même aux structures communautaires et diasporales du judaïsme, notamment de leur réussite dans un certain nombre de domaines financiers, médiatiques, le fait qu'ils tiennent par exemple l'industrie cinématographique en France en grande partie. Donc voilà, je pense que ce serait intéressant d'en débattre et d'en discuter parce que... non, juste une dernière question. Juste pour le dire rapidement, il y a une différence entre l'essentialisme, effectivement, de certains courants démagogiques et contre-révolutionnaires, et une analyse fine du capitalisme qui n'est pas juste un problème d'entreprise, qui est aussi un problème de réseau. On le voit, la mafia italienne, par exemple, c'est un réseau de pouvoir et d'influence. Et bien, il y a une mafia juive, je pense, il y a une mafia juive financière sioniste, et je pense qu'il faut la démanteler, non pas par un biais génocidaire, pas du tout, bien au contraire, mais par des méthodes, simplement du droit, comme ça a été dit juste avant. Je pense que c'est Corinne, merci. Monsieur Saïd, d'abord vous êtes un homme passionnant et je voulais vous dire, est-ce que la solution c'est 2 États? Est-ce que la Palestine peut être vraiment indépendante avec un gouvernement, une armée et être libre avec tous les droits? Bien, on a 4 heures, hein, c'est ça? Alors, comment être antisioniste sans être taxé d'antisémite? Ça n'est pas pour rien qu'on a eu l'opération de criminalisation de l'antisionisme. Parce que c'est ça le choix qui a été fait. Derrière l'idée que l'antisionisme serait en réalité un antisémitisme déguisé, il y a bien cette idée d'empêcher l'expression antisioniste. Rien que cela, le fait qu'ils en arrivent à ça, indique qu'il y a des éléments du rapport de force qui commencent à changer. Tant qu'ils n'avaient pas peur d'un mouvement important de soutien au peuple palestinien, ils n'avaient pas besoin de cette accusation. Pendant des années, on n'a pas tenté de criminaliser. Aujourd'hui, on a des projets de loi. On essaye de marquer dans la loi que toute critique de l'État d'Israël serait de l'antisémitisme. Donc, ne le prenons pas simplement comme étant un élément constant. C'est aussi une mesure du rapport de force. On sait d'ailleurs à quel moment ils ont commencé à avoir peur ici des opinions publiques. Ils ont commencé à avoir peur ici, en particulier après la première intifada, puisque la nature, la structure de ceux qui soutenaient le peuple palestinien commençait à changer. En gros, des militants historiques de soutien au peuple palestinien, ça on les connaissait, mais avec la première intifada est venu converger avec cela des milliers de jeunes qui sortaient des quartiers populaires. On a vu les petites Fatima et les petits Mohamed commencer à débarquer des quartiers populaires et à se préoccuper du soutien à la Palestine. On sait, parce qu'on a qu'il y a au sein du gouvernement israélien qui a eu la décision de la bataille du net à partir de ce moment-là. Comment mener, et aujourd'hui vous ne pouvez plus mettre un poste de soutien à la Palestine sans avoir une réaction immédiate de 30 postes, etc. C'est des salariés, hein.
C'est des gens qui sont payés parce qu'ils ont bien compris que la question palestinienne cessait d'être le propre de militants formés, etc., mais devenait aussi une affaire populaire. Donc, comment, il n'y a pas de réponse au comment. Il faut se battre pour que la loi ne vienne pas acter, on verra si on gagne, ne vienne pas acter juridiquement qu'on n'a plus le droit d'être antisioniste, parce que c'est ça qu'ils veulent en réalité derrière. Sur la question de l'histoire du sionisme et du terrorisme, oui, vous avez raison, hein, c'est décrit dans le détail dans le livre, si vous parcourez. Non seulement ils ont été terroristes, ils ont pratiqué le terrorisme contre le peuple palestinien qui se révoltait dès l'époque du mandat, non seulement ils ont saboté l'économie artisanale palestinienne qui existait, mais en plus, à chaque fois qu'un diplomate effectivement exprimait des positions qui n'allaient pas dans leur sens, eh bien, il y a eu des actes terroristes. En particulier, il faut avoir en tête comment ils ont tenté de faire pression sur un certain nombre d'États occidentaux au moment où se jouait la question du partage et de comment le partage, etc. Donc oui, vous avez raison, le sionisme et le terrorisme, ça va ensemble. Quand les Britanniques ont juste voulu lever le pied sur l'immigration juive parce qu'ils se disaient ça va provoquer une révolte des pays arabes et nous, nos intérêts ne nous permettent pas d'avoir des pays arabes qui se révoltent aujourd'hui, à ce moment-là, on a eu la multiplication qui étaient assumés, hein, des attentats terroristes contre les Britanniques. Donc oui, ça fait partie de leur histoire. Sur la question du combat sur le plan juridique, on en parlait justement hier, sur comment utiliser le fait que Netanyahou ait été directement ciblé aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale pour qu'on puisse tout simplement porter plainte. Donc on va voir comment c'est possible ou non. Porter plainte pour complicité de génocide, pour tous ceux qui continuent à soutenir Netanyahou. Tous ceux qui continuent à soutenir Israël sont dans la complicité de génocide. Après, le combat juridique est à la fois nécessaire et à la fois, il ne faut pas qu'on considère qu'il vienne remplacer les mobilisations. Le combat juridique, ça se rajoute aux mobilisations parce que la vieille loi de l'histoire de l'humanité, c'est les rapports de force qui changent, c'est quand en face, ils sauront qu'on est nombreux, que les choses changeront vraiment. Donc c'est un outil supplémentaire, mais ça ne peut pas être, faut pas chercher la recette miracle, une nouvelle forme de lutte qui serait miracle. Il faut qu'on cumule tout ça. Sur l'Arabie Saoudite, vous savez, un des problèmes qu'a eu le peuple palestinien, c'est que on va dire jusqu'aux années 60, il était persuadé, mais profondément persuadé, toutes les organisations de résistance étaient profondément persuadées que l'ensemble des pays arabes et des États arabes, quelle que soit leur nature, n'allait pas les laisser tomber, allait les soutenir, etc. Ça a été une très grande désillusion que de s'apercevoir, mais là, il faut introduire la notion de classe sociale. Il y a certaines classes qui regardent que leur intérêt. Et donc, il y a un certain nombre d'États qui, eux, effectivement, regardent leur intérêt. Quand on dit au roi de Jordanie, tu vas pouvoir agrandir ton royaume avec la Cisjordanie à condition que tu laisses tomber les Palestiniens, eh bien, il dit oui. Il dit oui et il abandonne les Palestiniens. Et donc, un des éléments de prise de conscience de la résistance palestinienne, c'est lorsqu'il décide de recentrer, et la nouvelle OLP dans la décennie 60, la nouvelle OLP qui se constitue, elle dit aux pays arabes, nous sommes autonomes sur notre lutte, nous décidons tout seuls, et après vous soutenez. Ça, c'était un grand changement, parce qu'auparavant, ils étaient persuadés que les grands discours que tenaient les leaders arabes, la Palestine au cœur, etc., ils ont compris que pour beaucoup, il suffisait de promettre quelques profits et c'était oublié. Alors ça ne veut pas dire que ces différents pays, même avec des classes bourgeoises, ne peuvent pas évoluer et changer. Quelqu'un parlait de l'Arabie Saoudite. Moi, j'ai aucune confiance en l'Arabie Saoudite, sauf que je constate que, ce que je disais tout à l'heure, quand une des conditions pour être dans la dynamique des BRICS, ça a été de dire il faut arrêter d'isoler l'Iran, ils ont changé de position et donc l'Arabie Saoudite, pour ses propres intérêts, peut aussi, demain, en revenir à une position plus sage sur la Palestine. Parce que jusqu'à présent, c'était des positions d'abandon de la Palestine. Absolument. Sur la question des deux sionismes, si je n'ai pas dit que des bêtises, il y a incompatibilité
entre l'idée de sionisme et de progressisme. Si le sionisme est, par définition, consubstantiel d'une colonisation de peuplement, eh bien, il n'y a pas de sionisme de gauche. Ça n'est pas possible, c'est un non-sens. Il n'y a pas de sionisme progressiste, c'est un non-sens. Il ne peut pas y avoir de sionisme démocratique. C'est un non. Quand on vous dit Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est la même chose que ceux qui vous disent... On fait une pause, on rigole tous d'abord. C'est bon, on peut continuer. Avec 4000 prisonniers politiques. Mais c'est la même chose que ceux qui vous disent la démocratie a été inventée en Grèce. Elle a été inventée en Grèce avec des esclaves. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui accepte l'esclavage? Et donc, on est dans une logique qui ne tient pas debout. Et donc, sionisme et progressisme ne peuvent pas aller ensemble. En réalité, c'est l'aspect difficile de ceux qui ont grandi au sein de l'État d'Israël, qui sont dans une prise de conscience antisioniste. Réellement, j'ai aucune raison de remettre en cause cela, mais qui doivent aller jusqu'au bout de la remise en cause du sionisme et donc penser que l'avenir, c'est la disparition de l'État d'Israël et son remplacement par un État pour tous les habitants, quelle que soit leur confession. Je pense que c'est la seule possibilité d'aller jusqu'au bout de la remise en cause. Or, certains d'entre eux vont avoir du mal à aller chez eux. Ce n'est pas un débat nouveau. Hein. Lisez les textes de la Ligue des droits de l'homme en 1930 sur la colonisation de l'Algérie. Ils sont tout feu tout flamme contre les colons violents. Et ils appellent à une colonisation humanitaire. C'est un non-sens, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc on voit bien que ces positions-là qui est comment rendre supportable en éliminant les traits les plus scandaleux, non, il va falloir aller jusqu'au bout. Sur la dimension, c'est une question de fond, là, franchement il faut me réinviter pour une conférence là-dessus, parce que c'est un autre sujet, enfin c'est en lien, mais c'est un autre sujet qui est essentiel pour la France. Hein. Saïd, tu es le bienvenu ici et Michel aussi. Vous êtes le bienvenu. La question de la mémoire coloniale, la question des traces de la colonisation est une question qui est essentielle. Je suis persuadé qu'il n'y aura jamais de gauche conséquente dans ce pays s'il n'y a pas de décolonisation des esprits, y compris à gauche. Je reste persuadé que la colonisation est quelque chose qui a été concomitante avec la naissance du capitalisme. Trop souvent, on dit qu'il y a eu le capitalisme après la colonisation. En réalité, ce qui s'est joué dans le processus de création des dominants de la planète aujourd'hui, et c'est les mêmes depuis 5 siècles, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, parce que des pays qui auraient pu coloniser dans le passé, ça existait. Des pays qui auraient pu inventer une industrie, ça existait. Si vous allez en Chine, on avait déjà une bourgeoisie commerciale, des gens qui s'étaient enrichis par le commerce depuis très longtemps. Ibn Khaldoun décrit pour le Maghreb au XIVe siècle une bourgeoisie commerçante, mais qui n'est jamais passée à l'idée d'une bourgeoisie industrielle qui a intérêt de vendre et donc de coloniser, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que pour passer de la bourgeoisie commerciale à la bourgeoisie industrielle, il faut l'accumulation d'une richesse telle qu'elle ne peut provenir, qu'elle ne pouvait provenir à l'époque en tout cas, que du choix d'aller piller, détruire entièrement une civilisation. C'est la destruction, et Karl Marx dans le Capital le décrit comme étant une des sources premières de la naissance du capitalisme ici, ça a été la destruction des civilisations amérindiennes. Donc colonisation, capitalisme naissent ensemble, et racisme naît en même temps aussi pour justifier ces dimensions-là. Et si je dis cela, c'est pour comprendre comment ça a imbibé toute la société française. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que ça imbibe toutes les sociétés françaises. Par la chanson, par l'écriture de l'histoire, par tout ce qui était... ça a imbibé la société, y compris les organisations ouvrières dans ce pays. Si vous regardez les débats au sein de la gauche, et en particulier au sein du mouvement communiste, vous avez les communistes russes qui disaient aux Français, mais... quand est-ce que vous allez abandonner votre culture coloniale? Pourquoi vous parlez des Algériens comme ça? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ils interpellaient sur la non-clarté vis-à-vis de la question coloniale. Alors si je dis cela, c'est parce qu'on a trop tendance à considérer que la colonisation s'est arrêtée au moment des indépendances. La colonisation ne s'est pas arrêtée au moment des indépendances. Il y a le même monsieur que je citais tout à l'heure, donc vous allez vraiment le lire, Frantz Fanon, disait « La colonisation fait des dégâts chez les peuples des pays colonisés, ça se voit, ils meurent, ils crevent la faim, etc.
mais ça fait des dégâts aussi au sein des peuples des pays colonisateurs. Pour que ça puisse fonctionner, l'esclavage et la colonisation ont besoin d'intégrer un sentiment d'infériorité du côté des peuples colonisés et esclavagisés et un sentiment de supériorité dans les têtes des peuples des pays colonisateurs. Si on ne fait pas un travail, s'il n'y a pas une volonté d'éradiquer l'héritage colonial, eh bien on va continuer à avoir des positions chauvines pour le mieux et des positions paternalistes, coloniales, etc. Et donc je pense que cette question-là, elle est centrale pour comprendre des difficultés qu'a aujourd'hui la gauche à parler au quartier populaire, des difficultés qu'elle a pour prendre en main un vrai combat antiraciste dans ce pays, même si ça commence à changer. C'est clair que dans la dernière campagne, la France insoumise sur la Palestine, sur la dénonciation de l'islamophobie, a fait des choses qu'on n'espérait même plus dans le paysage. Donc il y a des choses nouvelles, mais on vient de tellement loin que le combat est à mener. Je ne pense pas, je trouve que vous êtes piégé par le vocabulaire dominant, et excusez-moi, sans vous avoir, et par le vocabulaire macroniste, qu'il faille une réconciliation des mémoires. Ce discours-là, réconciliation des mémoires, il est construit sur l'idée que tout le monde a raison. La mémoire des dominants, ils ont raison, la mémoire des dominés, ils ont raison, et on va réconcilier tout ça. C'est-à-dire que la réponse, c'est de trouver un équilibre entre les mémoires, c'est ce que fait Macron. Hein. On va reconnaître un petit peu que la colonisation, c'est mauvais, mais sur tel autre aspect, c'est quand même bon. Et donc, l'idée qu'il y aurait plusieurs mémoires et que la solution, c'est de trouver un compromis, pour moi, est une fausse solution. La réponse à la question de la mémoire, c'est la justice. C'est de reconnaître que la colonisation est un crime contre l'humanité et qu'elle a détruit des sociétés et que par conséquent, les sociétés qui se sont enrichies à partir de cette colonisation doivent réparer les dégâts qu'ils ont faits dans les pays qui ont été colonisés. Et je pense qu'il faut aller jusque-là. Pourquoi ? Parce que les pays européens ont fait ça. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu des réparations. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des réparations. Donc on accepte que dans l'histoire, pour les guerres mondiales, ici, il y ait des réparations, et que pour la colonisation ou l'esclavage, il ne faille pas en parler. Après, comment on l'évalue, etc., d'accord, c'est même pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de bien noter qu'est-ce qui a été des mouvements qui sont des mouvements qui vont contre l'intérêt des peuples, et de les reconnaître comme crimes contre l'humanité. Donc pour moi, ce n'est pas la réconciliation des mémoires, c'est d'avoir une véritable histoire de la colonisation qui dit ce qu'elle a été véritablement et qu'on en tire les leçons en termes de justice. Excusez-moi, ce n'était pas pour vous attaquer, c'est parce que Macron parle beaucoup de réconciliation des mémoires, etc. Sur la question de Trump, comme Biden, défendent les intérêts économiques de leur monopole. C'est simplement, ils peuvent être en désaccord sur les priorités dans la défense de ces intérêts. Autrement dit, ils peuvent considérer que la guerre en Ukraine, pour l'un, c'est une guerre qui est essentielle et c'est là que va se jouer le rapport de force mondiale. Trump fait partie de ceux qui considèrent que, mais Biden aussi, sauf que Trump va plus loin là-dessus, que l'avenir des États-Unis, c'est de contrecarrer la Chine et de la contrecarrer fermement. Donc Trump peut très bien, on verra, hein, je ne suis pas devin, peut très bien, ça serait logique, aller dans une logique d'arrêter la guerre en Ukraine. En gros, de faire pression sur l'Ukraine pour qu'une dynamique de paix soit possible. Ils peuvent très bien le faire. Mais pour la Palestine, je ne le pense vraiment pas. Je ne le pense vraiment pas parce que leur théorie du pivot asiatique, qui consiste justement à affaiblir la Chine, suppose d'affaiblir la route de la soie et donc de maintenir le contrôle entier sur cette région. D'ailleurs, les premières nominations concernant la Palestine, c'est des nominations d'ultrasionistes. C'est les premières nominations qui ont été faites. Donc oui, Trump va changer quelques éléments. Dans certains conflits, ça peut apporter des éléments de paix, mais pas sur la Palestine. Et on risque de voir s'aggraver les provocations contre la Chine. Il va avoir une pression mondiale sur tous les pays américains, notamment sur les États-Unis et sur Israël. Mais ils sont tous avec. Non, pas forcément, ça commence Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tenter, que Trump ne va rien tenter, mais il va tenter quoi? Il va tenter de revenir à la situation d'avant le 7 octobre.
c'est-à-dire de revenir à une situation d'accord avec les pays arabes qui vont isoler la Palestine et la transformer en Bantoustan, et que les Palestiniens soient amenés parce qu'ils seraient tout seuls, parce qu'ils seraient abandonnés justement. Tous les pays arabes qui ont été amenés aujourd'hui à reculer ou au moins à se taire. Il n'y a plus personne qui parle des accords d'Abraham, à part le roi du Maroc qui continue à en parler, mais tous les autres au moins se taisent. Donc on voit bien qu'il y a un recul. Les Palestiniens ont imposé un recul là-dessus. Trump est capable effectivement de tenter de réimposer cela en pire. Et donc d'avoir des Palestiniens de nouveau dans des Bantistans et que plus personne n'en parle. Donc ça oui, mais ça c'est pas une solution. Hein. Ça ne réglera rien et ça va provoquer de nouvelles offensives des Palestiniens tôt ou tard. Trump il a même proposé en fait que les habitants des pays arabes qui auront le droit de rentrer aux États-Unis seront ceux qui auront bien sûr. Alors maintenant se pose la difficile question. Je dis difficile parce que nous ne sommes pas palestiniens. Donc il faut aborder cette question avec beaucoup de prudence. Oui, mais nous n'habitons pas en Palestine. Voilà, je vais le dire. Et donc il faut une grande prudence là-dessus pour ne pas donner des leçons au peuple palestinien, qui est la question d'un État ou deux États. Il faut rappeler que la revendication historique de toute la résistance palestinienne, toute tendance confondue, c'était un seul État démocratique et laïque dans lequel juifs, chrétiens, musulmans, athées vivent ensemble. Ça, c'est la revendication historique. Ouais. Et le droit au retour, disons. Il faut rappeler que cette revendication, elle a reculé au profit de, ce que je disais tout à l'heure, au profit d'une logique de deux États. À quel moment? Quand les Palestiniens étaient complètement isolés. Et donc ils se sont retrouvés dans une logique de dire il vaut mieux prendre un petit peu, il n'y avait pas que rien du tout. Aujourd'hui, les organisations palestiniennes ne parlent plus de deux États. Non. Ne parlent plus de deux États, parce qu'il y a le génocide qui est là, etc. Et donc on les presse, hein, est-ce que vous êtes pour deux États? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Attendez, nous, on attend déjà le cessez-le-feu, et après on verra. En réalité, moi je n'habite pas en Palestine, donc jamais je dirais que la revendication de deux États est erronée. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle ne règle pas la question. Donc, s'il y a deux États, ça ne peut être que tactique. Mais la résolution stratégique, c'est-à-dire définitive de la question, passe par un seul État. Voilà. Alors, je suis désolée, je sais très bien qu'on pourrait rester avec Michel et Saïd pendant des heures et lui poser 50 000 questions, mais il faut que je rende la salle. Je voudrais juste dire deux ou trois petites choses avant que vous vous échappiez. Rudy, je te vois, calme-toi. 2 secondes, Fawzi aussi. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais mettre mes lunettes, parce que maintenant je suis vieille, donc je vois plus trop. Juste, je veux vous signaler, parce que c'est quand même une chance, on a la vente des livres, pour ceux qui n'ont pas pu encore en acheter ici, là, à l'entrée. C'est important parce que ça fait aussi partie de la lutte de pouvoir financer ce genre de livres pour pouvoir informer les gens. Et en plus, vous avez la chance d'être en direct avec eux, qu'ils puissent vous les dédicacer. Et vous allez pouvoir montrer ça à tout le monde et leur montrer il y a quoi dans ces livres. Et après, ces gens-là, même s'ils n'auront pas votre chance de pouvoir le faire dédicacer, au moins ils auront la chance de pouvoir les acheter grâce à vous. Ensuite, il y a aussi les boissons, donc j'ai du Palestine Cola dans les frigos, bien frais, si jamais vous voulez en acheter, c'est 2 € la canette. Pareil, c'est des dons que je fais aussi aux Palestiniens. Donc je les ai achetés et je les revends même prix que je les ai payés, hein. Je ne prends rien dessus, je les ai payés, je vous dirai les prix, mais voilà, c'est juste pour reverser aux Palestiniens. Je voudrais faire un remerciement spécial évidemment à Michel et à Saïd parce que c'est vraiment pas facile, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait leur tournée nationale, hein. C'est pas des concerts mais c'est très très éprouvant. Ce soir ils vont dormir dans un appartement Airbnb, ils sont pas chez eux, ils ont pas leur couverture, leurs coussins, leurs femmes, leurs gosses. Non mais c'est vrai, c'est important, ça fait partie de la lutte que ces gens-là se déplacent ici. Ensuite, je voudrais faire une petite parenthèse que je signale rarement parce que justement, en fait, ça me paraît tellement évident, en fait, pour moi, que je le dis pas, mais ça me semble important de le redire quand même. On n'a rien contre les Juifs sont nos frères, les Juifs, les chrétiens sont nos frères du livre, et les athées, de toute façon, pour moi, tous les êtres humains sont des êtres humains, aucune vie, toutes les vies ont la même valeur, aucune vie ne mérite de perdre la vie, du coup, pour le coup, pardon, moi je m'exprime pas très bien, je suis pas très diplomate, mais pour moi, une vie est sacrée, peu importe
son orientation sexuelle, son âge ou quoi que ce soit. Pour moi, chaque vie est sacrée. Je n'ai pas de haine contre personne. Mon seul ennemi, c'est le sionisme. C'est les gens qui tuent d'autres gens. Donc ça, c'est très important de le dire. Nous sommes sémites. Bien plus que certains juifs qui se revendiquent sémites et qui nous menacent, enfin qui nous traitent d'antisémites et qui ne sont eux-mêmes même pas sémites parce qu'ils viennent de Pologne, d'Hongrie, etc. Donc ce ne sont pas des sémites, nous sommes les vrais sémites et ils sont très peu finalement les juifs qui sont sémites. Voilà, Patrick pourra vous en parler, c'est un juif parce que moi, il faut que vous le sachiez, je travaille quasiment qu'avec des juifs, je ne vis quasiment qu'avec des juifs, je n'ai grandi quasiment qu'avec des juifs, je ne parle même pas arabe, j'ai grandi dans un quartier un petit peu bourgeois à Fabron, je ne parle même pas arabe, je n'ai pas grandi avec des arabes, je n'ai pas d'amis arabes avant vous, depuis le 7 octobre, donc je suis ravie de vous fréquenter, mais voilà pourquoi je peux me permettre de parler comme ça, il n'y a personne qui peut me traiter d'antisémite, vraiment, mon monde, quand je vous dis qu'il est juif, je suis même sortie avec un juif pendant 6 ans, ma soeur peut vous le dire, donc vraiment j'aime les juifs, je suis très attachée à eux, comme aux chrétiens aussi d'ailleurs, et j'ai un profond respect aussi pour les athées. Maintenant, je voudrais remercier les gens qui m'ont permis de faire ça, vraiment, tous ceux qui m'aident aussi au quotidien, que ce soit dans les dons ou en manifestation et tout ça. Je voudrais juste citer quelques noms qui sont là avant qu'ils s'en aillent. Évidemment, ma sœur, Razika, sans elle, je suis perdue, je fais rien. Vous ne savez peut-être pas parce qu'on se connaît pas tous bien, mais on est orpheline, on n'a pas de parents, voilà, nos parents sont décédés, et donc elle est tout ce qui me reste au monde, avec ma petite nièce et mes autres frères et sœurs, évidemment, parce que nous on a fait les choses bien, on est 13 frères et sœurs, mais c'est ma sœur, voilà, c'est mon unique, c'est ma vie. Et sans elle, je ferais rien, c'est elle qui me rappelle de donner de l'eau à Saïd ou à Michel quand ils parlent pendant longtemps. Anifa et Enifa, c'est les deux noms qui se ressemblent, c'est mes petits anges gardiens. Si vous saviez tout ce qu'elles font pour moi, comment elles se démènent, pour les dons, pour leur présence tout le temps, m'emmener en voiture, pour Anifa, Enifa qui se débrouille à aller récupérer l'argent chez tout le monde pendant que je ne peux pas m'en occuper. Il y a des gens qui ne sont pas là que je ne vais pas citer, mais je pense à eux quand même, et là je fais les présents. Donc vraiment merci Anifa et Enifa. Je voudrais remercier Abdou, parce que Abdou, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gars qui travaille à la SNCF, mais Abdou, il est tout le temps là pour moi. On n'est pas d'accord sur grand chose, on se dispute tout le temps dans nos propos, mais je vous jure, ce mec-là, je claque des doigts, il est là. Je dis pas ça, genre je claque des doigts comme un chien, attention. Ce que je veux dire, c'est que tant que c'est pour la cause, je fais comme ça, et Abdou me demande même pas où, quoi, comment. Un jour, j'étais poursuivie par les flics, j'avais fait un truc de fou dans Lidl. Je pouvais pas prendre ma voiture du coup parce qu'elle était garée devant. Ben, il y a que 2 personnes que j'ai pu appeler, c'est Donia et Abdou. Et je vous jure, ils sont venus tous les deux. Abdou a récupéré ma voiture, Donia est descendu de l'autre bout de la ville pour venir me récupérer, et j'étais en jupe et talons aiguilles avec les flics qui me poursuivaient et les agents de sécurité de Lidl. Je m'en suis sortie parce que je suis nigérienne évidemment, et donc, mais bon, ça m'arrivera un jour de toute façon. Donc merci beaucoup Abdou d'être toujours là pour moi. Jean-Claude c'est quelqu'un, soit qu'on voit trop, soit qu'on voit pas assez, mais en tout cas il est là, il est toujours de toutes les luttes, et moi je voudrais le remercier d'être là avec moi, parce qu'il est quand même toujours là avec moi. C'est quelqu'un de très important pour moi, je tiens vraiment à vous le dire. En tout cas moi, officiellement je le reconnais, et je suis avec lui, il est avec moi, c'est mon frère. Anatole, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour avoir filmé aujourd'hui, pour être là. Donc lui c'est un peu les jeunesses étudiants, et il me donne beaucoup de conseils, je leur donne aussi beaucoup. On s'entraide beaucoup sur WhatsApp, on se voit pas souvent, du coup je suis contente de te voir aujourd'hui. Merci pour ton aide. Ariel, merci d'être venu. Je t'avoue que j'avais des doutes un peu sionistes sur toi par ton nom et ton prénom. C'est pour ça que j'ai demandé à te rencontrer. J'ai eu beaucoup d'invitations, j'ai eu beaucoup d'inscriptions sur mail, et beaucoup de sionistes ont essayé de s'incruster ici, que j'ai dû refuser, et qui d'ailleurs m'ont pas donné suite. Et Ariel s'est pas démonté avec son nom juif, t'as vu? Il est venu. Il était un peu spécial, mais voilà, je sais plus, j'étais avec toi d'ailleurs, j'y sais. Donc je te remercie d'être venu, d'avoir passé toutes ces barrières et tous ces filtres. C'est bien que tu sois là. Mehdi, c'est pareil. Quand j'ai fait le boycott Zemmour, quand j'ai fait le boycott Berchel, quand j'ai fait le boycott, enfin tous les boycotts, cherchez pas, Mehdi il est toujours là. Il prend des risques, il n'est pas toujours très adroit, il est parfois maladroit, comme quand t'as poussé le petit vieux, les RG m'en ont parlé il y a 3 jours. Passionniste. Non, c'était pas sioniste, je t'expliquerai après. Il va falloir que tu te calmes, mon garçon. Mais je t'aime et je suis contente que tu sois là. Merci de ta présence. Alex, il s'est caché, il est tout au fond de la salle et tout ça. Mais c'est mon agent de sécu, en tout cas, il est là, voilà, merci. Il y a eu
bougent un peu, ils réveillent un peu les choses aussi sur WhatsApp. Ils mettent beaucoup dans le groupe à réveiller les choses. Donc merci d'être là et j'espère que tu vas pouvoir parler avec Amira et comprendre un peu plus les choses. Voilà, j'y tiens à ça. Pardon, je fais vite. Farid, c'est quelqu'un avec qui, pareil, on se prend tout le temps la tête, mais on est d'accord sur tout. Lui, c'est l'inverse, on se prend la tête parce qu'on est d'accord. On pense pareil et on se prend la tête. Mais en tout cas, il est Al, il est toujours là, c'est mon frère. On a essayé de nous séparer, on a essayé de nous diviser, on lui a raconté des choses sur moi, on m'a raconté des choses sur lui, et on n'a pas flanché, on est toujours là. Je te remercie infiniment, Farid, pour tout le bien que tu fais à la cause. C'est pareil pour Corinne, Rachid, Fatima, Fatiha, Donia, merci infiniment d'être là et nous on est ensemble depuis le début, le run, la prom, toutes les choses qu'on a fait, vraiment merci d'être là. Florence pareil, on a des petits bis entre nous mais il est toujours là pour la cause et il a beaucoup de vues sur internet donc je te remercie aussi d'être là avec les sœurs évidemment, Angèle et Emma et la troisième, toi-même tu sais, tu l'embrasseras pour moi. Amira, je te remercie infiniment, je pense que c'est ta première sortie officielle et je suis heureuse de te l'avoir offert et de pouvoir rétablir un peu la vérité sur toi. Donc merci beaucoup d'être là. Myriam, pareil, elle habite un peu loin donc elle vient pas tout le temps, mais elle est là. Merci ma petite beauté. Oui, c'est toi. Merci beaucoup d'être là. Victor, c'est pareil, Victor c'est l'anglais. Il est tout le temps là. Il est discret, on le voit pas, mais je vous jure qu'il est à tous mes événements. Et à tous les autres. À bientôt. Célia de Terra Solidaire, évidemment, pareil, depuis le début. J'essaye d'être avec elle, de la soutenir, de la faire grimper parce que c'est vraiment une personne qui mérite. Et elle, depuis le début, bien avant d'avoir déposé ses statuts, elle envoyait déjà des dons aux Palestiniens. Donc bravo à elle d'avoir fondé son association Terra Solidaire. Fawzi, Patrick et Omar, le Palestinien. Je ne sais pas s'il est encore là. Omar, le Palestinien, vraiment, c'est quelqu'un de très important pour moi et le plus impliqué en termes de Palestiniens dans la ville de Nice. J'en connais plein, je connais pratiquement tous les Palestiniens de la ville de Nice, mais je peux vous dire qu'il n'y en a pas deux comme Omar. Dès qu'on a besoin de lui, il est là et on a fait des trucs de fou, très risqués avec lui. Je vous le dis, c'est un vrai Palestinien. Je pourrais même dire que c'est un Algérien. Alex et Maxime, c'est mes petits loulous que je connais depuis très longtemps à l'époque où j'étais éducatrice, animatrice à la Semeuse. Je vous remercie d'être venus. Un gros bisou à ton fils et à ta femme, à Ornella et à maman bien sûr. Merci vraiment d'être venus. On s'était vu la dernière fois à Tariq Ramadan et dans les manifs. Merci beaucoup d'avoir été là. Rudy, c'est pareil, Rudy vient de très loin. Merci d'être là Rudy, je sais pas où tu es Rudy. Rudy. Ah mince. Bon ben voilà, Rudy. Naïma c'est pareil. Naïma elle se divise pas. Naïma c'est une meuf qui se divise pas, on peut lui raconter ce qu'on veut. Elle va avec tous les groupes, tant que c'est pour faire quelque chose pour la Palestine. Robert et Michel, je vous remercie d'être là. C'est pas évident d'être avec ce petit groupe de fous. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour vous à votre âge d'être là, en quête, en recherche de vérité à nos côtés. Merci infiniment d'être là, vraiment. On applaudit Robert et Michel qui sont là parce que vraiment, bravo et merci. J'ai bientôt fini. Nina, merci d'être venue, Nina. Elle était déjà partie. Et Fafa, évidemment, la cousine. Merci à toi aussi d'être là. Oui, vraiment, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Les livres là-bas, achetez, profitez-en, faites-vous les dédicacer. C'est une exclusivité quand même. Déjà, t'es pas là ou quoi? Ah, elle est là, merci, je t'ai pas trouvé. Si vous voulez prendre des photos vite fait avec Michel et Saïd, c'est maintenant. Essayez de pas trop les fatiguer, merci.